Nous parlerons de l'influence des forces astrales et de l'impact sur la dimension psychologique de l'être, c'est-à-dire ce qui l'amène ou ce qui peut le pousser à des formes de maladie mentale. Nous recevons pour parler de ce sujet M. Bernard de Montréal. Bonsoir Bernard. Bernard, les gens sont souvent confrontés à des pressions énormes sur le plan économique, sur le plan social. Ils sont confrontés à des responsabilités souvent qu'ils ne sont pas capables de contenir ou de se rendre à terme. Certaines personnes perdent courage et même certaines vont aller jusqu'à des déséquilibres importants. Est-ce qu'il y a une possibilité, dans un développement quelconque, dans une conscience quelconque, de neutraliser tous ces effets de pression, ces effets de tension qui sont accumulés dans notre société à l'heure actuelle? À partir d'une conscience? À partir d'une conscience, oui. Évidemment, à partir d'une conscience, on peut neutraliser tout. Le problème, c'est d'avoir une conscience. Puis avoir une conscience, ce n'est pas facile parce que ça nous demande de repenser la façon qu'on pense. L'homme ne peut pas être conscient puis penser comme il pensait quand il était inconscient. Mm-hmm. Autrement dit, l'homme de l'évolution, qui est un être conscient, ne peut pas penser comme un être évolutif. Mm-hmm. Donc, il est forcé, au cours de son développement, de mettre en œuvre une façon de penser qui est fondamentalement axée sur sa réalité. Quand je dis sa réalité, je veux dire sur ses besoins. Quand je dis sur ses besoins, je veux dire sur sa capacité mentale de se dissocier émotivement des dépenses d'énergie inutiles qui font partie de son ego, qui font partie de sa personnalité, qui font partie de son inconscience, qui font partie de ses craintes, qui font partie de sa façon de traiter avec la vie par rapport à la conscience collective. Autrement dit, il faut que l'homme développe une individualité profonde qui est fondamentalement basée sur sa façon de voir les choses. Et ça, c'est pas facile parce que ça demande qu'on perde le support social, psychologique que la société nous donne pour se créer notre propre support personnel. Donc, ça demande des épaules fortes, solides. Ça demande une capacité personnelle de réellement transcender nos craintes. Quand vous parlez de perdre une sorte de support avec la société, est-ce que c'est simplement perdre le sens des valeurs qu'on a par rapport à la société, ou ça va plus loin que ça? Pas nécessairement perdre le sens des valeurs, mais les ajuster. Je vous donne un exemple. Si on prend une personne qui est bonne, qui est spirituelle, qui a de bonne volonté, qui est équilibrée, une bonne personne civique, et qu'on regarde le problème, par exemple, des guerres en Yougoslavie, ou de la famine en Éthiopie. Il y a des gens qui regardent les nouvelles ou qui lisent les nouvelles et qui sont très affectés par ces conditions-là. Ils se sentent responsables. Ils se sentent responsables, ils se sentent socialement responsables, ils se sentent politiquement responsables, ils se sentent moralement responsables, spirituellement responsables. Et un être conscient ne peut pas, est incapable de se sentir responsable pour le karma de l'humanité. Donc ça demande un revirement complet de sa position personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il est pour la guerre, ça ne veut pas dire qu'il est pour la famine, ainsi de suite. Mais au niveau de ses émotions, il ne peut pas transférer le fardeau
de l'expérience collective, le fardeau du karma planétaire, ainsi de suite, et prendre ça sur ses épaules, parce que, étant conscient, il a un mental éveillé, c'est-à-dire ajusté à une réalité qui transcende l'expérience planétaire des races ou des individus. Et à ce moment-là, ben, il est obligé de mettre de côté la mémoire de la race, mettre de côté les émotions qui normalement il utilise pour vibrer par rapport à ces expériences-là. Là, vous allez dire, mais oui, mais si personne s'occupe des Haïtiens, si personne s'occupe des Éthiopiens, si personne s'occupe de ceux qui font la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura toujours des gens dans le monde pour s'occuper des problèmes du monde, parce que ces gens-là font partie du karma planétaire. C'est leur karma. Donc, l'homme conscient, c'est un être qui ne peut pas, il peut le comprendre, mais il ne peut pas vivre le karma des nations. Il ne peut pas vivre le karma des individus. Et ça se rapporte sur le plan collectif, social, planétaire, et ça se rapporte aussi sur le plan individuel. Il y a des individus dans notre vie qui ont un certain karma, autrement dit, qui ont une très lourde vie, une très lourde expérience. Et ces individus-là, souvent, affectent nos vies personnelles, puis on a de la difficulté à réellement mettre de l'ordre dans nos rapports avec ces individus-là. Pourquoi? Parce que, étant judéo-chrétiens ou étant des êtres qui appartenant à une certaine spiritualité, qui avons une certaine religiosité, qui avons un certain sens moral, on a tendance à vouloir continuer à aider ces gens-là, puis ces gens-là, on ne peut pas les aider parce qu'ils n'ont pas suffisamment de force pour s'aider eux-mêmes. Donc, à un certain moment, il faut que l'homme devienne suffisamment éveillé et conscient pour dire, bon, ben, ok, ça c'est ton chemin, puis ça c'est mon chemin. Alors ça demande un revirement, ça demande le développement d'une nouvelle approche face à toutes les dimensions personnelles de responsabilité qu'on vit collectivement ou personnellement dans l'expérience planétaire. Et ça, c'est pas facile parce qu'on est des êtres de mémoire. On a une mémoire raciale, on a une mémoire nationale, on a une mémoire collective, puis on a une mémoire personnelle. Puis c'est difficile pour nous de nous désintoxiquer, de dépolluer notre conscience par rapport à ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est lié, on vit des liens très profonds par rapport à l'expérience humaine. Et est-ce que c'est des liens réels ou c'est des liens... Ce sont des liens réels, ils sont réels mais illusoires. Ils sont réels dans le sens qu'ils ont une conséquence sur notre comportement, mais ils sont illusoires dans le sens qu'ils font partie de notre ignorance. Puis vous savez, quand vous avez une certaine conscience ou que vous pouvez à volonté communiquer avec le plan mental pour étudier la vie de l'homme ou la vie des nations ou la vie d'une planète, ainsi de suite, vous ne pouvez pas avoir accès à des données qui sont conformes à les paramètres sociaux, qui sont conformes à l'expérience psychologique de l'homme évolutif. Parce qu'à partir du plan mental, tout ce qu'on étudie à partir du plan mental est étudié dans une lumière qui est totalement différente. C'est pas une lumière astrale, ça fait pas partie des plans de l'âme. On n'est pas en contact avec des entités du monde de la mort. Donc, la perception de l'homme vis-à-vis de la réalité planétaire est totalement haute. Et à ce moment-là, l'ego est obligé de supporter cette nouvelle compréhension. Puis au début, c'est pas facile parce que il nous reste toujours dans la conscience des résidus de mémoire. Avec le temps, ces résidus de mémoire-là disparaissent, puis éventuellement, l'homme vit très très peu de sa mémoire personnelle. Il y en a une là, qui est totalement purement mécanique pour les besoins de sa vie de tous les jours. Mais au niveau de sa conscience supérieure, d'une conscience réellement mentale avancée, l'homme ne vit plus au niveau d'une mémoire personnelle ou d'une mémoire raciale ou d'une mémoire collective. Et c'est à ce moment-là qu'il est obligé de prendre des positions fermes par rapport à ce qui se passe sur le plan matériel, soit collectivement ou personnellement. Est-ce que l'individu doit répondre à certains prérequis pour goûter à une conscience mentale dont vous parlez? Est-ce qu'il faut qu'il passe par certaines souffrances ou certaines étapes de vie pour comprendre que, bon, la planète est sous l'effet d'un karma, qu'il y a des plans occultes ou astraux qui influencent son mental? Est-ce qu'il y a un prérequis? Changer de conscience, ça nous met
ou élever sa conscience, ça élimine les conditions inférieures, donc ça met l'être à nu. Et comme ça met l'être à nu, au début, il y a une certaine souffrance. Apprendre quelque chose de neuf, quelque chose qui est absolu en soi, ça crée, pour un être qui vit de relativité, ou de conscience historique, ou de conscience comparative, ça crée un remous. C'est inévitable. L'homme ne peut pas croître en conscience et ne pas vivre une certaine souffrance. Par contre, s'il est suffisamment intelligent et s'il se protège, cette souffrance-là va être diminuée proportionnellement. S'il vit trop de vanité dans le mental ou s'il se laisse trop astraliser spirituellement, là, à ce moment-là, ils peuvent vivre des conditions difficiles qui vont perturber sa conscience. Mais si l'homme fait attention, puis qu'il est calme et qu'il avance lentement à un rythme qui fait partie de la descente de la lumière dans ses corps subtils, l'homme va vivre une vie moins souffrante, mais il faut qu'il y ait un peu de souffrance. Se conscientiser, c'est un petit peu comme passer le robot sur une planche de bois. Passer le robot sur une planche de bois, le rabot sur une planche de bois, vous enlevez de la peinture, mais c'est évident que le bois crie un petit peu. C'est un petit peu comme ça de la conscience, parce qu'on voit trop clair. Moi, je regarde la télévision là, à la maison le soir, puis je regarde ce qui se passe. J'ai un dish, donc je suis connecté aux nouvelles américaines. Puis, ce que je vois sur l'écran, si j'étais pas conscient et si j'avais la sensibilité que j'ai, ça me créerait beaucoup de souffrance. Par contre, ce que je vois, je le comprends, donc cette souffrance-là est atténuée, malgré que ça change quand même la vibration de mon esprit. Puis des fois, ça me met dans des états de conscience pas mal aguerris, mais aguerris à un point où je peux agir sur certaines choses, dans le sens que je peux entreprendre de me déplacer d'un plan à un autre pour faire certaines choses. Ça n'a pas de fin, la conscience. La conscience, c'est une science de l'énergie, c'est pas simplement un état psychologique. Pour l'homme, au début, c'est un état psychologique parce que son ego est trop instable, son ego il n'y a pas de lentille pour l'avoir, cette lumière-là. Mais éventuellement, la conscience, c'est réellement une science de l'énergie. L'énergie émotionnelle, l'énergie mentale, puis ultimement l'énergie vitale puis physique. C'est ça de la conscience. Le mot conscience, c'est un thème qui est ambigu et qui nous amène à convoiter un certain état ou à convoiter une certaine puissance. Non. Lucidité. Une certaine lucidité. Lucidité, ça va. État, ça va, dans la mesure où on sait que de la conscience, c'est la capacité de l'homme de réellement contrôler ses énergies. Donc, quand on regarde un phénomène comme ce qui se passe en Éthiopie, où les guerres, ainsi de suite, n'importe quoi, et qu'on doit d'abord comprendre que tout est karmique sur la Terre. L'homme doit comprendre ceci. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe sur une planète expérimentale si vous ne réalisez pas que les races, les nations, les individus vivent un certain karma. Et une fois que l'homme est libre de ce karma-là, autrement dit qu'il est libre de la mémoire, de sa mémoire personnelle, qui fait partie de ses liens avec l'âme, qui fait partie des archives universelles de son évolution, à ce moment-là, ben là, il peut réellement traiter avec ce qui se passe d'une façon créative. Est-ce qu'on devient conscient parce que c'est dans notre programmation, dans notre karma? Est-ce que c'est dans notre karma d'être conscient? Les êtres qui se conscientisent ou qui avancent ou qui s'éveillent à une certaine conscience sont déjà des êtres qui ont un certain degré d'évolution. Donc, le hasard n'existe pas. Vous savez, quand vous allez dans une librairie, que vous prenez un livre sur la tablette, votre main est dirigée sans que vous vous en rendiez compte. On est très, très opaque dans notre conscience, mais si on était
plus transparent, on verrait que il faudrait pas que l'homme soit trop transparent trop vite parce que ça éclairait des chocs. Si l'homme savait jusqu'à quel point il vit une union avec les plans invisibles, et s'il n'était pas préparé à cette union-là, à cette fusion-là, ultimement, l'homme serait réellement mal en train. Il serait très, très bouleversé. Éventuellement, c'est normal, c'est une seconde nature, c'est naturel de vivre très proche de l'invisible et de voir l'action de l'invisible à travers la vie, ou de voir ou d'expérimenter le contact télépathique avec l'invisible, sans parler de ce que l'invisible peut manifester chez l'homme au niveau de ses corps subtils. Mais l'invisible est très, très interrelié avec la vie humaine, puis c'est ça de l'inconscience. De l'inconscience, c'est l'inhabilité de réaliser ceci. Une fois qu'on a une certaine conscience, une conscience qui grandit, on voit ceci. Puis quand on passe à d'autres étapes d'évolution, surtout en ce qui concerne la transformation du corps mental, quand on commence à connaître et à comprendre le phénomène de la pensée, l'astralisation de la pensée, là, réellement, on commence à voir jusqu'à quel point l'homme est un être multidimensionnel. Rendu à ce stage-là, la vie devient beaucoup plus facile, beaucoup plus compréhensible, et elle peut être beaucoup plus agréable aussi. Être conscient de l'invisible, est-ce qu'on doit être informé avant des plans ou des dimensions dans lesquelles l'être traite, ou si on devient conscient, tout simplement, des plans? Il y a seulement une règle pour prendre conscience de l'invisible. Il faut comprendre le phénomène de la pensée. Dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, si l'homme ne prend pas conscience de l'origine de la pensée, il ne sera jamais conscient. Parce que être conscient, ultimement, ça veut dire être en communication télépathique avec des circuits universels. Donc, si l'homme ne confronte pas le phénomène de la pensée, si l'homme ne prend pas conscience que la pensée a ses origines dans des univers parallèles, dont le plan mental ou le plan astral, dépendant de son niveau d'évolution, l'homme ne pourra jamais être conscient. Il peut avoir une certaine spiritualité, une certaine sensibilité, mais c'est pas assez, ça, être conscient. Parce qu'être conscient, ultimement, ça veut dire avoir une science profonde de la vie matérielle, avoir une science profonde de la vie de l'homme, avoir une science profonde de la vie des nations, avoir une science profonde de la vie systémique, avoir une science profonde des vagues de vie en évolution sur le plan mental, sur le plan astral, sur le plan éthérique. La conscience est une science globale, universelle, du mental organisé. La conscience, c'est l'effet chez l'homme, au niveau de son cerveau, du pouvoir de la lumière à travers ses cellules. La conscience, c'est une science exacte de la vie. Donc, si l'homme ne prend pas conscience d'un phénomène fondamental à son évolution, qui est la pensée, un phénomène qui le sépare du règne animal, il ne pourra jamais être conscient. Il pourra être spirituel, il pourra s'intéresser à l'ésotérisme ou à l'occultisme. Mais ça, ce sont simplement des voies. L'occultisme ou les sciences paranormales sont des voies qui mènent à la conscience. Mais la conscience, en soi, se tient par elle-même et n'a plus besoin de fondation. Elle est d'ailleurs une nouvelle fondation. Mais c'est une fondation qui prend en considération le fait que la pensée vient d'ailleurs. Un homme qui ne réalise pas que la pensée vient d'ailleurs, qui en arrive pas graduellement à prendre, à réaliser ceci, ne peut pas avoir une conscience mentale. Bon, ce soir, on l'entend. Techniquement, on aurait simplement à lutter contre des pensées qui font pas notre affaire ou qui se présentent dans notre mental et commencer à faire un éveil de conscience face au phénomène de la pensée. Est-ce qu'il y a des forces qui veulent pas qu'on soit conscient? Oui. Il y a des forces astrales qui ne veulent pas que l'homme soit conscient. Par contre, ces forces-là sont impuissantes face à l'homme dans la mesure où dans la mesure où il s'établit en opposition par rapport à elle. Donc, l'homme pense tout le temps. Si un homme qui irait dans son intérieur, puis qui commencerait à communiquer intérieurement avec un plan quelconque, ne sachant pas lequel, probablement ce serait un plan astralisé, donc il serait probablement en contact avec des entités spirituelles qui peuvent être d'un certain niveau d'évolution. Ces entités-là
pourraient ne pas vouloir lui répondre parce que déjà leur sécurité serait mise en demeure ou en danger. Mais même si l'entité demeure silencieuse pendant 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une journée, elle ne pourra pas indéfiniment être silencieuse parce que l'homme ne peut pas vivre une conscience mentale sans que son cerveau et sans que sa conscience égoïque soit nourrie par la pensée. Pour pouvoir ne pas vivre de pensée là, pendant des mois, puis des années, et ainsi de suite, là, ça prend une fusion, puis l'homme n'est pas à ce stage-là. Donc l'homme est obligé d'être nourri au niveau du mental parce que ça fait partie du besoin psychologique de son ego au niveau émotif et psychologique, de pouvoir toujours s'identifier avec un mode de pensée qui représente sa personnalité. Donc, si l'homme sait que la pensée vient d'ailleurs, puis qu'il commence un peu à se mettre en opposition avec cette pensée-là, dans la mesure où elle lui crée une souffrance, dans la mesure où elle n'est pas créatrice, éventuellement, les clans seront obligés de se soumettre à sa volonté et de commencer à y répondre. Mais l'homme va être obligé d'adapter une attitude très, très objective par rapport à cette nouvelle entrée dans le monde astral de sa conscience. Parce que, déjà, il viole les lois de l'involution. Et c'est parce qu'on viole les lois de l'involution que les entités astrales, à quelque niveau qu'elles soient, que les entités astrales s'objectent à ce que l'homme devienne conscient. Il ne faut jamais perdre de vue que l'homme sur la Terre n'est pas très intelligent et que l'homme, quand il meurt, il n'est pas plus intelligent. Donc, avant que l'homme puisse passer à travers les plans astraux, connecter avec la source de sa lumière, il va falloir qu'il traverse cette jungle mentale qui est sa façon de penser subjective, qui est la fondation de sa personnalité. Un être qui est conscient ou un être qui est dans sa lumière ne peut pas vivre des pensées stupides, négatives, destructrices. Donc ces pensées-là, qui ne l'appointent pas avec sa réalité, ce sont des pensées astralisées, qui sont plus ou moins dangereuses, qui font partie de son expérience, qui font partie de son état d'âme, mais avec le temps, l'homme en arrivera à établir la fondation d'une nouvelle psychologie. À ce moment-là, l'homme commencera à grandir en conscience, parce que c'est tout ce qu'il a besoin. Le reste, connaître les lois occultes de la vie, connaître les lois occultes à n'importe quel niveau dans l'univers local ou dans d'autres univers, c'est totalement conséquentiel à la conscience. La conscience, une fois qu'elle est éveillée et que le lien universel est établi, savoir ceci ou savoir cela, c'est totalement un jeu d'enfer, c'est une conséquence de cette ouverture-là. Mais le premier travail de l'homme, et le seul d'ailleurs, travail de l'homme, ça sera la prise de conscience de l'origine de sa pensée. Il n'y a pas d'autre clé d'évolution pour l'évolution de la race humaine que celle où l'homme sera obligé de reconnaître que la pensée vient d'ailleurs. Et de se mettre en opposition avec cette pensée-là si elle ne fait pas son affaire. Si elle n'est pas créatrice. Et à ce moment-là, éventuellement, d'autres circuits s'ouvriront et l'homme viendra en contact avec sa conscience mentale. Bon, disons que si l'enjeu pour les forces sur les plans, c'est notre mental, c'est leur territoire, ni plus ni moins de combat et de lutte entre la lumière et certaines forces astrales, quel est le choc que l'être humain sur le plan planétaire peut vivre par rapport au fait qu'il commence à s'éveiller à une conscience de certaines forces astrales? Est-ce que les forces astrales ont le pouvoir de rendre fou un individu par toutes sortes de pressions sur sa pensée, ou est-ce qu'ils ont une capacité, si l'être ouvre une lutte ouverte par le biais de cette opposition mentale au domaine de la pensée, est-ce que ces entités-là ont la capacité d'emmener un individu, exemple, à se détruire ou à détruire son environnement ou quoi que ce soit de genre, avec différentes pressions, quand on commence à éveiller cette conscience-là? Le plus grand danger de l'homme par rapport à l'astral, c'est l'orgueil. Un homme qui n'aurait pas d'orgueil, pas d'orgueil, c'est totalement intouchable par rapport à l'astral. La plus grande faiblesse de l'homme, le plus grand danger de l'homme, la plus grande illusion de l'homme, c'est l'orgueil. Un homme qui n'a pas d'orgueil, il n'est pas attaqué par l'astral, parce que l'orgueil, le danger de l'orgueil, quand on le regarde d'un point de vue occulte,
c'est que faut comprendre que l'astral a accès aux archives de l'homme. Donc, l'astral, c'est comme une banque. L'astral, c'est une mémoire très vaste qui est connectée à nos vies antérieures, qui est connectée à notre vie maintenant. Donc, un être qui serait, par exemple, très, très spirituel, puis qui serait orgueilleux, qui voudrait évoluer, puis qui serait condescendant par rapport aux autres êtres, puis qui dirait, ah ben, moi, je suis conscient, toi, tu l'as pas. Je lui donne des exemples. Pour être victime de l'astral, parce qu'à ce moment-là, l'astral, surtout s'il est ésotérisé ou occultifié, l'astral pourrait dire à ce type-là, bon ben, toi t'es le Christ. C'est ça qui est arrivé avec Koresh. Fait qu'un type qui se fait dire qu'il est le Christ, s'il est moindrement orgueilleux, il est fait à l'os. Il est fait à l'os. Ouais, c'est vrai. Fait à l'os. Ou t'es Jean-Baptiste, ou t'es la Sainte Vierge, ou je sais pas moi. Ils peuvent faire le voir. Et ils vont toujours utiliser la programmation humaine. Ils vont toujours utiliser ce que nous autres, les hommes, on a dans le cerveau, en tant que mémoire. C'est pour ça que la mémoire de l'évolution est très dangereuse. Non pas parce qu'elle n'est pas nécessaire. L'homme a besoin de mémoire pour fonctionner. Mais elle est dangereuse dans ce sens qu'il y a des registres de mémoire qui ne sont pas utiles. Quand tu additionnes 1 plus 1, ça fait 2. C'est utile de savoir ça. Des règles de géométrie, c'est utile de savoir ça. Il y a des choses qui sont utiles sur la Terre. Mais il y a des mémoires qui ne sont plus utiles parce que ces mémoires-là font partie de l'évolution de la conscience raciale planétaire. Et qui aujourd'hui, il y a certainement des hommes, mais qui aujourd'hui, quand on parle généralement, est en mesure, sur le plan évolutif de la conscience réflexive, de réellement comprendre, de savoir qu'est-ce que c'est que ça veut dire l'invisible, la mort, les hiérarchies spirituelles, les anges, les archanges. Qu'est-ce que c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi ça, le Christ? C'est quoi ça, Sainte Vierge? C'est quoi ça? Donc, on peut faire des études historiques, on peut être même réconforté par les églises, et ainsi de suite. Ça, c'est bon. Mais quand il s'agit pour l'homme d'entrer dans des royaumes astraux, quand il s'agit pour l'homme de défaire ce qui a été fait pendant des milliers d'années, quand il s'agit pour l'homme de devenir libre, c'est-à-dire se sortir du carbone planétaire, quand il s'agit pour l'homme de connaître ou de reconnaître ou de commencer à reconnaître le plus grand mystère de l'homme, qui est sa pensée. Parce qu'un homme qui a accès au phénomène de la pensée, qui connaît le phénomène de la pensée, qui connaît les lois de la pensée, a automatiquement accès à l'invisible à tous les niveaux. Donc à ce moment-là, c'est évident qu'il y a des êtres dans les plans parallèles qui ne sont plus dans la matière, qui ne sont pas intéressés à ce que l'homme ait accès à ces sciences-là, parce que ces êtres-là vampirisent la conscience humaine. Ça fait partie des lois de l'évolution. Et à partir du moment où l'homme commence à voir clair à travers toute cette jungle, s'il est orgueilleux, ces êtres-là vont automatiquement faire vibrer en lui des pensées réellement ridicules, qui peuvent réellement, s'il est orgueilleux, le prendre à cœur. Et c'est là que l'homme devient vulnérable, devient victime de sa propre stupidité. C'est une raison d'ailleurs pour laquelle, dans l'évolution de la conscience, d'une conscience supérieure sur la Terre, un des grands corrélaires à la science de la pensée, ce sera la science, la certitude de ne jamais croire. Et on réalise pas aujourd'hui jusqu'à quel point la croyance fait partie de la programmation astrale de notre psyché évolutif. Que vous ayez en Allemagne, au Japon, en Yougoslavie, en Russie, les êtres humains croient. Et la croyance fait partie de l'évolution, et il va falloir un jour que l'homme, qui est en évolution de conscience, cesse de croire. Parce que la croyance, c'est un mécanisme astral, c'est une force qui s'installe dans l'homme, qui crée des égrégores et qui pulvérise son rayon de lumière. Un homme qui croit ne peut pas avoir de lumière.
Il peut avoir une belle lumière spirituelle. Il peut avoir une belle lumière astrale. Mais il ne peut pas avoir une lumière mentale. Parce que dans le monde mental, la croyance est inexistante. La croyance fait partie des normes psychologiques de l'évolution. La croyance fait partie des lois évolutives du développement égoïque. La croyance est la fondation même de la personnalité. Et un homme qui est conscient, qui sort de la personnalité pour entrer dans sa personne, qui individualise son être, ne peut pas croire. Donc, s'il a besoin de savoir quelque chose, il va le savoir. Il n'a pas besoin de croire. Donc, mais cette différence-là, cette distinction-là n'est pas claire aujourd'hui pour l'être humain. Quand on parle d'évolution de conscience, on parle de la compréhension de l'origine de la pensée et de la réalisation de son corollaire, celui de ne pas croire. Donc, un type qui est moindrement orgueilleux et qui croit. À ce moment-là, s'il se fait dire par des entités, parce que ses centres psychiques s'ouvrent, hein, quand tes centres psychiques s'ouvrent, que tu commences à vivre la voie intérieure, c'est pas parce que tu as une voie intérieure que tu es safe. D'ailleurs, la voie intérieure, ça peut être très, très dangereux. Donc, cette voie intérieure-là, il faut qu'elle se désastralise, et si l'homme croit à sa voie intérieure, il est fait. C'est plus dangereux de croire à la voie intérieure que de croire à un être humain. Pour quelle raison? Parce qu'un être humain, s'il te fait du mal, tu peux lui donner une claque sur la gueule. Tandis que la voie intérieure, si elle te fait du mal, tu ne le verras pas. Parce que le degré d'illusion qu'elle peut créer dans ta conscience mentale astralisée est énorme. D'ailleurs, ça peut mener au suicide, ça peut mener à l'autodestruction, ça peut... Et pourtant, c'est pas un phénomène qui est rare, parce que les psychologues le savent, que les gens qui sont moindrement débalancés entendent des voix intérieures. Donc, le phénomène de la voix intérieure, on l'accepte. Mais quand on commence à passer d'un niveau d'évolution, de l'involution à l'évolution, l'homme ne peut plus se permettre de vivre un rapport étroit avec sa voix intérieure par l'entremise de la croyance. J'ai rien contre la voix intérieure, mais je m'oppose à ce que l'homme y croit. Là, vous allez dire, mais si on n'y croit pas, comment est-ce qu'elle peut nous servir? Vous aurez amplement de temps pour qu'elle vous serve. Mais en attendant, si vous y croyez et que vous êtes moindrement astralisé, ça dépend de l'individu, ça. Les individus vont pas vivre les conséquences de la croyance au même niveau. Il y a des individus qui vont vivre de la croyance et qui vont être amenés au suicide. Il y a des individus qui vont vivre de la croyance, ça va leur créer un certain support moral. Mais quand on met ça au pire, l'individu qui est sensible, dont les centres psychiques sont ouverts, qui a une voix intérieure et qui est moindrement allié à des forces astrales qui sont négatives, destructives, et ainsi de suite, s'il croit, il n'aura jamais accès à une conscience mentale. Il sera amené à l'autodestruction avant ça. Est-ce qu'il y a une relation entre croire et l'orgueil? Entre croire et l'orgueil? Ouais. Faut-il être orgueilleux pour croire? Non. Croire, c'est de la naïveté. L'homme, c'est... Un être orgueilleux, c'est un être naïf. L'être orgueilleux est un être naïf, mais si vous faites la connexion entre la croyance entre la croyance et l'orgueil, je dis que la croyance c'est de la naïveté. De l'orgueil, c'est de l'orgueil. C'est de la naïveté aussi, mais c'est de l'orgueil. C'est toujours de la naïveté. L'inconscience, c'est de la naïveté. Être sans dessin, c'est, à n'importe quel niveau, c'est être naïf. Qu'on ait un doctorat ou qu'on n'ait pas de doctorat. Être inconscient, c'est de la naïveté. D'ailleurs, l'ignorance, c'est de la naïveté. Donc, la naïveté, c'est très profond chez l'homme. Et si l'homme s'instruit d'orgueil, ça fait partie de sa naïveté, il va payer un gros prix. Si l'homme s'instruit de croyance parce qu'il est naïf, mais il peut payer un moindre prix s'il est moins orgueilleux. Est-ce que pour être pas orgueilleux, donc pour être, je sais pas moi, transparent, il faut être très sérieux dans sa conscience? On peut pas être transparent tout de suite, on peut être simple au moins. Pas simple d'esprit, simple. Une personne qui est simple, qui se prend pas pour un autre, là. Mais si on commence à se prendre pour un autre, là on est fait. La transparence, ça vient après. La transparence, ça fait partie de la transmutation du corps mental. La transparence, c'est définitivement l'éclatement d'orgueil. La transparence,
Un homme qui est transparent, tu peux même pas sentir la vibration de l'orgueil. Transparent. Maintenant, êtes-vous d'accord qu'un orgueilleux se coupe instantanément de son lien? Un orgueilleux se coupe de son lien universel. OK. Un être simple, est-ce qu'il a à ce moment-là contact avec son lien universel? Un être simple a un lien avec son être universel, mais le lien n'est pas suffisamment présent parce qu'il y a chez lui encore trop d'astralité. Mais un être simple a facilement accès à son être universel. Est-ce qu'un être simple est plus porté à croire qu'un orgueilleux? Un être simple est plus porté à croire qu'un orgueilleux parce qu'un être simple est plus ouvert à l'invisible. Tandis qu'un orgueilleux est plus... soit qu'il soit moins ouvert à l'invisible ou qu'il soit trop ouvert à l'invisible. OK. À ce moment-là, quand on croit, est-ce qu'on se coupe du lien universel? Quand on croit, on s'empêche de devenir intelligent. Donc, on se coupe du lien universel? Non. On s'empêche de devenir intelligent. On peut croire et avoir accès. On peut croire et être mis en vibration par le lien universel, mais on n'y a pas accès mentalement. C'est pour ça que je dis, on peut pas être intelligent. Tu peux pas croire et être intelligent. C'est abominable croire. C'est abominable. Ça fait partie de l'évolution, je comprends, je suis d'accord. Mais quand l'homme parle de l'évolution à l'évolution, croire, c'est une abomination. C'est abominable. La proportion d'individus qui peuvent être transparents ou lucides sur une planète au moment même où on se parle, ça doit être assez minime. Oh, il n'a pas gros. Il n'a pas gros. Non. Par conséquent, tout ce qui nous est parlé par les autres, ça nous invite à être soit orgueilleux parce que ça joue sur notre corps de désir, ou ça nous invite à croire d'une façon ou d'une autre. Ça nous invite à se mettre sur notre vibration. Se mettre sur la vibration, est-ce qu'on pourrait lier ça au fait de croire? Se mettre sur la vibration d'une personne, c'est perdre un peu de son identité par rapport à un autre. Ça passe par croire. Ça fait partie de s'allier avec lui à travers nos émotions. Il croit un peu plus, croire un petit peu plus à lui qu'à nous autres. Ouais. OK. Partant de ce principe-là, là, on est tous des entités ambulantes. Dans le sens que l'astral nous fait voir ou nous fait penser ce qu'ils veulent. Donc, il nous coupe continuellement notre lumière. L'astral peut nous faire penser ce qu'il veut. Oui. À travers quelqu'un. Oui. Par conséquent, comment on doit traiter dans nos relations humaines? Si on doit traiter avec notre pensée, lutter contre notre pensée, tout ce qui nous est dit en couple, en vie sociale, en relation amicale, et nous invite finalement à croire ou à jouer avec notre corps de désir, donc à être substantiellement orgueilleux en potentiel. Donc, comment qu'on peut se dégager de croire et de l'orgueil, puis de ne pas se couper des autres, parce que les autres deviennent automatiquement une menace pour nous. Les autres ne sont pas une menace si ce qu'ils nous disent, on le regarde d'un point de vue objectif. Autrement dit, une personne qui nous dit quelque chose, si c'est intelligent, c'est intelligent. Oui, il faut l'être avant pour voir que c'est intelligent. Ça, c'est intéressant. Il faut avoir une certaine réceptivité. Il y a des gens qui ont de la réceptivité, il y a des gens qui sont réceptifs, il y a des gens qui aiment parler avec des gens, il y a des gens qui aiment écouter des gens, voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. Autrement dit, goûter un petit peu derrière la personnalité qui est astralisable, goûter un petit peu de la lumière qui existe, parce que les hommes ont tous un petit peu de lumière. Bon, à partir de ce moment-là, si l'homme dépasse un petit peu la personnalité, regarde ce qu'il y a en arrière, même si c'est pas bien dit, c'est dit que tu te croches, mais à ce moment-là, on peut voir l'intelligence de l'autre, puis on s'habitue. Puis lui, il s'habitue à l'être, ainsi de suite. Donc, c'est crée une synergie, là. Mais si on est orgueilleux, on est fait. Parce que là, on va entrer en compétition. Si on croit, on est fait aussi, parce qu'on se met sur leur vibration. Donc, il faut que l'homme demande neutre. Quelqu'un qui dit quelque chose d'intelligent, c'est intelligent. Point final. Fait que t'as pas besoin de croire, c'est intelligent. Ça sert quelque chose qui est intelligent. Oui. Quand on est intelligent. Quand on est réceptif. Être réceptif, c'est avoir une certaine sensibilité. Mais c'est les réceptifs qui ont tendance à croire. Les réceptifs ont tendance à croire parce qu'ils sont naïfs. Bon, ben, comment est-ce que quand je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui est réceptif puis qui peut croire. Si
quelqu'un me parle puis qu'il y a une habilité, un talent ou une compétence au niveau de sa dynamique, il va me vendre ni plus ni moins sa salade. J'ai rien pour argumenter, j'ai rien pour me situer, j'ai pas conscience du plan qui travaille à travers lui, là. Je le regarde opérer, il fonctionne, il est mécaniquement efficace, fonctionnel. Bon, pourquoi je le croirais pas? Ça veut pas dire que ça répond à mes besoins, mais ça veut dire que c'est impressionnant. Donc, dès qu'il m'impressionne, j'ai tendance à le croire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Je suis dans la rue, c'est la rue Sainte-Catherine, là, puis il est en train de me vendre un bateau à voile que j'ai pas besoin. Si quelqu'un vous vend ce que vous dites, sa salade, il y a certainement des ingrédients dans cette salade-là que vous pouvez sentir, parce que si vous allez avoir une certaine sensibilité, bon, vous restez là. Là, si vous commencez à rentrer dans le dressing, puis la mayonnaise, puis ci, puis ça, mais là, c'est l'autre mélange. Mais il y a quelque chose de sa salade qui va avoir, qui va avoir de l'allure, vous restez là. Vous rencontrez une autre personne qui va vous donner une plus grosse salade, qui va avoir encore de l'allure, mais vous restez là. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de croire. Puis croire, ça serait manger la salade? Croire, ça manger la salade. Et puis c'est bon pour ton régime. Ouais, tu peux y goûter un petit peu, tu peux la licher, puis la manger, c'est l'autre élément. Vous n'êtes pas prêt à manger de salade. Vous devriez manger vos propres salades à vous autres. Bon, mais tu ne peux pas manger la salade de quelqu'un. Tu peux pas manger la salade de quelqu'un. Tu peux y goûter, tu peux la licher, tu peux te frotter dessus, mais tu peux pas manger la salade. Ça, c'est un point important, Bernard. C'est important de manger nos propres salades. Ça veut dire qu'il faut confronter nos propres pensées, plutôt que de toujours confronter les pensées des autres. Faut vivre de nos propres pensées, puis faut regarder ce que les autres nous disent. On n'est pas isolé dans le monde. Mais de là à manger la salade, c'est notre pain de manche. L'homme est capable de se nourrir de lui-même, puis on a besoin aussi de parler avec les autres. Mais de là à le manger, c'est-à-dire de le croire, faut qu'on fasse faut qu'on ait notre propre discernement. Si vous me dites quelque chose qui c'est intelligent, moi je vais le prendre. J'ai même pas besoin de croire, je vais le prendre, c'est intelligent. Mais vous le prenez parce que vous le savez. Je vais le prendre parce que c'est intelligent. Puis vous le reconnaissez intelligent? Je le reconnais comme étant intelligent, oui. Parce que vous le savez intelligent. Je vais le reconnaître comme étant intelligent parce que je le vide de même. Je vais le vibrer de même. Bon, mais de l'intelligence, Bernard, ça se vide parce que les deux individus sont sur la même vibration. L'intelligence, ultimement, oui. OK. Bon, ben, quand on n'est pas encore au stage de parfaitement vibrer l'intelligence des autres, ce qui vibre, c'est le corps de désir, ce qui vibre, c'est l'intellect. C'est l'intellect. Corps de désir. Ouais. C'est ça. Les mémoires. Ouais, mais ça fait partie de la transmutation de l'homme, tu sais. Donc les gens se font vibrer sur la mémoire en grande partie. Ils se font vibrer sur la mémoire, ils se font vibrer sur des appétits, ils se font vibrer sur toutes sortes de choses. C'est pour ça que je dis, vous pouvez pas croire. Que vous mettiez en vibration quand vous parlez, c'est une chose. Mais hands up. Hands up. Il y a un temps, dans le temps, où l'homme pourra prendre de ce qu'un autre dit, là, sans aucune condition, mais ce temps-là n'est pas arrivé. Bon, ben, comment qu'on peut, dans nos relations humaines, participer, s'associer à des actions, et puis voir la part qui est karmique, puis voir la part qui est au niveau de l'esprit. La part qui est au niveau de l'esprit, elle est toujours créatrice. La part qui est karmique, elle est expérientielle. Ben, je vous jure que la nuance entre les deux, c'est difficile à faire, parce que pour beaucoup de gens... Ouais, c'est difficile à faire parce que ça fait partie des subtilités qui existent entre l'âme et l'esprit. Il y a une grosse différence entre l'âme et l'esprit. L'âme, ça sert toujours à nous mettre dans la merde, parce que l'âme, c'est une mémoire qui se nourrit d'elle-même. Ça fait partie de l'essence de l'homme. Tandis que l'esprit, ça fait partie du principe de l'homme. L'esprit, c'est un principe. L'âme, c'est une essence. L'esprit, c'est un principe parce que l'esprit, c'est une lumière qui, quand elle rayonne, met en vibration un plan très, très subtil qu'on appelle le mental. L'âme, elle, quand elle vibre,
elle met en vibration des états d'âme, autrement dit des mémoires. Et ces mémoires-là sont toujours en conflit avec l'esprit. L'esprit est toujours en conflit avec l'âme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça l'évolution. Est-ce que c'est ça qui crée la confusion? C'est ça qui crée la confusion et c'est ça qui crée aussi la limite de la conscience humaine, donc la limite de la connaissance, donc l'impossibilité pour l'homme de savoir, c'est-à-dire d'entrer dans les archives universelles à volonté puis d'en sortir à volonté. Y a-t-il un moyen pour une personne, disons, qui est consciente de vivre des états d'âme, de se dégager de ces états d'âme en partant je dirais, du principe de se battre contre sa pensée ou de confronter la pensée? Il faut confronter la pensée. Il faut d'abord savoir que la pensée vient d'ailleurs. C'est la clé de l'évolution, ça. Puis ça va faire le renversement. Ah ben, ça, c'est instantané ou ça prend du temps? Non. Une fois que ça commence, ça commence. Quand tu commences à faire ça, tu peux plus te tourner en arrière après. Une fois que ça commence, ça commence. Après ça, ça se développe, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Probablement que l'homme sera testé à différents niveaux, dépendant de lui-même. On est testé, puis testé, puis testé, puis testé. Parce que c'est comme ça que l'esprit pénètre, puis que le contact avec le plan mental s'actualise. Donc l'homme est testé, puis testé, puis testé, puis testé. C'est pas une formule, c'est une clé. Une clé, ok. Quand on parle à ce moment-là de brûler de la mémoire, est-ce que le terme brûler s'applique bien au fait de ça, là, quand on dit brûler la mémoire? Quand une personne neutralise la pensée dont on parle, là, est-ce que ça brûle la mémoire? Brûler de la mémoire, ça veut dire reprendre le contrôle sur notre âme. Il faut que l'homme reprenne le contrôle sur son âme. Sans ça, l'âme a nous charrie, puis nous charrie, puis nous charrie, puis nous charrie. Donc, brûler la mémoire, ça veut dire reprendre le contrôle sur l'âme. Donc, ça veut dire que l'homme, éventuellement, en arrive à individualiser son être. Individualiser son être, ça veut dire participer étroitement, avec son esprit, à l'évolution consciente et créatrice de son moi universel, intégré dans la matière. Puis ça, l'âme ne disparaît pas, là. L'âme reste, seulement qu'elle se nucléarise, son périsprit disparaît éventuellement. Autrement dit, tout ce qui est expérientiel, négatif, illusoire, s'élimine. Puis là, il reste avec le noyau de l'âme, le centre de l'âme, l'essence même de l'âme. Donc, à ce moment-là, quand l'homme vit au niveau de son centre animique, mais là, la connexion avec l'esprit est très forte. Ça, c'est la fusion. À ce moment-là, l'homme peut passer du plan matériel au plan éthérique parce qu'il n'y a plus besoin de vivre les exigences d'une conscience astrale. Il n'y a même pas le risque de faire un voyage astral s'il sort de son enveloppe matérielle. Il passe directement au plan éthérique. Vous dites nucléariser l'âme. Nucléariser l'âme, ça veut dire éliminer de la conscience de l'homme les mémoires karmiques évolutive antérieure à son incarnation présente, pour lui permettre de vivre dans un présent qui est absolu, dans un présent qui est absolu à cause de son contact avec le double, avec le plan mental. L'homme vient au monde avec des voiles, vient au monde ni plus ni moins. Est-ce que les voiles sont le karma de l'individu? Les voiles font partie de sa programmation. On vient au monde avec une programmation. Nos vies antérieures nous sont cachées, nos expériences antérieures nous sont cachées pour pouvoir vivre l'expérience de l'âme dans une nouvelle époque, dans des conditions nouvelles, pour l'évolution de l'âme. Si l'homme avait accès à ses vies antérieures, d'une façon trop graphique, il ne pourrait pas supporter sa vie présente. Donc, c'est une sécurité. Par contre, c'est une mutation. Et cette mutation-là, elle est remplacée par le contact télépathique avec les cycles universels. Mais à ce moment-là, il n'y a plus besoin de mémoire pour authentifier sa conscience. Bon, est-ce que ces voiles ou ces couches-là qui enrobent l'âme sont sa mémoire? Oui. Bon. Est-ce que quand on élimine une mémoire, on élimine un voile? Quand on élimine une mémoire, on élimine la participation astrale d'une entité à notre inconscience mentale. Bon, est-ce qu'on peut... Autrement dit, il faut que l'homme en arrive un jour à comprendre que l'organisation psychique de son moi est fondée sur l'appropriation de son être-té mentale par des entités qui sont dans l'invisible et qui ont un lien karmique avec lui, pour le pire
ou pour le meilleur. On peut plus à la fin du 20e siècle, maintenant que l'évolution de la conscience supramentale s'installe sur le plan matériel, on peut plus se leurrer dans la compréhension très très occulte de l'invisible. Autrement dit, on ne peut plus aujourd'hui utiliser les sciences ésotériques et les sciences occultes pour convenir à nos besoins d'évolution psychologique. Les sciences occultes et les sciences ésotériques doivent être totalement réajustées à partir d'une lumière mentale qui est non fragmentée, c'est-à-dire que une lumière qui n'est pas astralisable ou astralisée. Ça, c'est l'évolution. Et l'organisation psychique du moi, faut qu'elle soit comprise, entendue de l'homme moderne. Faut que le phénomène de la pensée soit compris et entendu de l'homme moderne. Faut que la relation entre la conscience universelle ou la conscience systémique et l'ego soit comprise. Faut que l'âme soit comprise. Faut que la personnalité soit comprise. Faut que l'être, dans son essence matérielle, c'est-à-dire en fonction de ses émotions, soit réalisé à un autre niveau, c'est-à-dire dans une conscience mentale totalement à l'abri des émotions subjectives qui font partie des essences de sa programmation. Faut comprendre qu'est-ce que c'est l'émotion. Quand je parle de comprendre, je veux pas dire simplement les vivre, parce qu'on les vit, les émotions, c'est évident tous les jours. Mais il faut les comprendre, puis il y a seulement une façon de comprendre les émotions, c'est de réaliser combien elles nous font souffrir, ou combien elles nous rendent heureux illusoirement. Tu peux pas, l'homme ne pourra pas devenir conscient s'il n'arrive pas à comprendre l'effet, les conséquences, positives ou négatives, mais toujours illusoires de ces émotions. Les émotions font partie de la conscience animale de l'homme. Là, vous allez dire, bon, ben, si j'entends de la belle musique, puis j'ai des larmes, ou je vais voir une belle pièce de théâtre, puis j'ai des larmes, puis, donc, je vibre au niveau de mon corps émotionnel. Ça, c'est une vibration émotive qui est illusoire, mais elle est utile, parce qu'elle donne à l'homme un certain plaisir. Du plaisir, on n'en a pas trop sur la planète. Par contre, si tu sors du théâtre, puis tu te prends pour la Traviata, mais là, t'es fait à l'os. C'est quelque part, faut que tu coupes. Ça, c'est comme le petit gars qui s'en va voir Bruce Lee, puis qui sort du théâtre, puis il vibre encore du Bruce Lee, mais là, éventuellement, tu vas avoir des problèmes. T'sais. Fait que c'est ça l'émotion. Fait que l'émotion, c'est un petit peu comme la sexualité. D'ailleurs, on va vous dire une chose, l'émotion, c'est la sexualité de l'âme. La sexualité de l'âme, c'est l'émotion. Ça fait du sens. Ben, je sais pas si ça fait du sens, mais c'est ça. Un jour, l'homme comprendra ça. Que l'émotion, c'est la sexualité de l'âme. Et si on regardait l'émotion à partir d'un plan mental, on verrait que l'émotion, lorsqu'elle s'enregistre dans le plan de l'âme d'un être, devient, dans l'astral de cet être-là, une rivière. Fait que quand tu vas dans l'astral puis tu vois des rivières, c'est toute de l'énergie émotionnelle. C'est pour ça que quand tu vas dans l'astral, tu vois constamment de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans l'astral. Il y en a plus qu'au Québec. Parce que toute l'expérience humaine évolutive est faite d'émotions. Mais quand tu vas dans le plan mental, t'en vois jamais de rivière. Ça n'existe pas de rivière. Tu ne verras jamais de rivière sur le plan mental. Une personne qui est malade astralement, là, est-ce que c'est une personne qui a une rivière polluée, dans le sens que qui vit une perturbation majeure au niveau de son corps émotionnel? L'émotion, c'est une énergie particulièrement adaptée pour créer du trouble. En d'autres termes, y a-t-il des eaux claires et des eaux polluées dans l'astral? Oui. Il y a des eaux qui sont très claires sur les hauts plans de l'astral. Quand vous vivez une très très forte émotion spirituelle, cette correspondance-là dans l'astral, c'est équivalent à des rivières très très claires, très très cristallines. Mais c'est toujours une rivière. C'est toujours une illusion.
Puis il y a des eaux qui sont plus boueuses, dans le sens qu'ils sont, dans le bas astral, vous avez des eaux qui sont plus boueuses, vous avez des eaux qui sont sulfureuses, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est, le problème avec l'humanité actuelle, c'est que les religions ne sont pas suffisamment occultes. Elles ne peuvent pas l'être, d'ailleurs, sur le plan de la grande masse, là. Mais les religions ne sont pas suffisamment occultes, autrement dit, quand je parle de religion, je parle d'une science spirituelle. Les sciences spirituelles, une religion, c'est une science spirituelle. Les sciences spirituelles ne sont pas suffisamment occultes, donc les religions ne peuvent plus servir à l'homme demain. Elles servent à l'homme jusqu'à aujourd'hui. Mais demain, les religions ne peuvent plus servir à l'homme parce que elles n'ont pas la capacité mentale de détruire leurs propres illusions. Pour transcender la conscience évolutive, pour transcender la mémoire de l'âme, pour neutraliser le périsprit, pour briser la programmation, pour se libérer du karma, pour individualiser totalement l'être, il faut absolument fragmenter les formes de l'évolution. L'homme conscient le fera à partir du moment où il aura réellement compris les mécanismes de la pensée. Fragmenter la pensée, Bernard, est-ce que ça veut dire détruire la valeur que l'être accorde à la pensée? Fragmenter la pensée, ça veut dire détruire la valeur évolutive que l'homme lui accorde. Oui. Pourquoi vous dites la valeur involutive? Y a-t-il une valeur évolutive? Il n'y a jamais de valeur évolutive dans une pensée. Il y a toujours une valeur évolutive. Dans une pensée supramentale, la valeur est inexistable. Il n'y a rien qui est accordé à une valeur. Non, parce que pour qu'il y ait une valeur accrochée à une pensée, il faut qu'il y ait chez l'être humain une capacité de croire. Un être conscient ne croit pas, donc il ne peut pas vivre de valeur dans sa conscience mentale. Parce que sa conscience mentale va toujours définir la réalité en fonction des besoins de la race en évolution. Donc un homme, on est quelle année là? 1993? En 1993, un homme qui parlerait des mystères systémiques en parlerait à un certain niveau. En l'an 2025, un homme qui parlerait encore des mystères systémiques en parlerait à un autre niveau. Dans 2000 ans, ou dans 1500 ans, ou dans 500 ans, un homme qui parlerait des mystères en parlerait encore à un autre niveau. Probablement que dans ce temps-là, le niveau que l'homme expliquerait des mystères, de ce qu'on appelle aujourd'hui les mystères, autrement dit de l'ignorance des sphères, ça ferait partie de la science dans ce temps-là. Autrement dit, par exemple, une civilisation très très avancée est capable de transférer l'âme d'un individu dans un vacuum total et de créer une boule d'énergie qui deviendrait pour cet individu-là une sorte de résonateur qu'il pourrait utiliser à distance pour se déplacer dans les univers parallèles. Ça fait partie de la science avancée. Mais aujourd'hui, si on parlait de ces sciences-là dans un temps restreint comme en 1993, on serait obligé d'en parler dans un registre inférieur et on serait obligé de demander à l'homme de ne pas croire ce qu'on dit. Quand l'homme ou la pensée supramentale ou la pensée universelle ou la pensée scientifique multidimensionnelle fera partie de la conscience éthérisée de l'homme, autrement dit, quand l'homme aura accès à sa conscience morontielle, que l'homme pourra passer du plan matériel au plan éthérique à volonté, communiquer par télépathie à différents niveaux, rencontrer à volonté les différentes vagues de vie qui existent en évolution dans le système local, à ce moment-là, on parlera plus on parlera plus de conscience, on parlera de science. Mais ça sera une science tellement avancée qu'on connaît ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'à ce moment-là, l'homme sera réellement un scientifique de la matière, comme il sera un scientifique de la lumière, et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, on est simplement des scientistes de la matière, et on ne peut pas se permettre de croire trop à des sciences occultes, ou à des aspects occultes d'une science universelle qui n'est pas encore révélée parfaitement à l'homme, parce qu'il n'y a pas les corps pour travailler avec ces énergies-là. Oui. Si je comprends bien, croire, là, la problématique de croire, c'est que ça nous transporte dans des registres vibratoires qu'on n'est pas toujours en mesure de contenir. C'est ça le problème de croire. Si on croit des choses dans des registres qui ne sont pas dangereux, comme un homme qui croit à la religion catholique ou au dogme de l'Église, il n'y a pas de danger
dans les grandes religions. Bon. Dans la mesure où on part en ballon, comme Karesh, ainsi de suite. Bon. Donc, un prêtre ou un chrétien qui croit à l'Église, ça fait partie de son registre astral. Donc, pour lui de croire, c'est bon. Mais un homme qui commencerait à croire à des registres supérieurs, qui ne sont pas confirmés dans son expérience moroncière, automatiquement deviendrait victime de sa propre astralité. Parce que les forces astrales, faut comprendre une chose. On a l'impression que les morts sont intelligents. On a l'impression que les morts ont accès à des dimensions, les morts ont accès à des données, les morts ont accès à des connaissances que nous n'avons pas. Et ça, c'est une illusion très grave. Les morts savent moins de choses que l'homme en fusion parce que les morts n'ont pas accès à la lumière. D'ailleurs, la pensée n'existe pas dans le monde de la mort. Donc, un mort, c'est un être qui est totalement mémoire. La mémoire n'est pas une forme constructive de lumière. La mémoire, c'est une forme cristallisée de lumière. Et les morts, à quelque niveau qu'ils soient dans le bas astral ou qu'ils soient dans le haut astral des maîtres, les morts sont des morts et ils demeurent des êtres anti-hommes. Par contre, dans les hautes sphères de la mort, les registres astraux sont suffisamment évolués pour que l'homme, sur le plan humain, dans ces registres extrêmement humains, soit capable de bénéficier émotivement de leur valeur raisonnable, afin de transcender la souffrance expérientielle de son âme incarnée. Mais pour un homme conscient qui est en contact avec les hauts plans astraux de la mort ou avec des entités évoluées dans la mort, il n'est plus capable de vivre ces registres-là et automatiquement il fragmente la pensée, il vient en lutte avec ces entités-là et automatiquement il crée dans le monde de la mort une révolution tranquille. Merci beaucoup, Bernard. De retour dans 20 minutes.